l'homme est un animal social, ça veut dire que, on l'a vu à plusieurs reprises, un individu ne peut pas vivre tout seul. Non seulement parce qu'il dépend des autres pour survivre, mais aussi parce qu'une partie de son activité intellectuelle, bien sûr affective, spirituelle, dépendent de la relation aux autres. Ce sont les autres qui lui permettent de s'épanouir en tant qu'être humain. Donc l'homme est un animal social. Ce qui signifie que pour qu'il y ait homme, il faut qu'il y ait société. Et la question que l'on se pose depuis des milliers d'années, c'est de savoir comment se fonde une société. Qu'est-ce qui fait que les êtres humains restent ensemble, produisent une société qui permet l'épanouissement de chacun et qui permet de recevoir chacun. Il y a eu l'ensemble des anthropologues et des spécialistes des sciences politiques sont unanimes pour dire que ce qui fait société, c'est la circulation des choses entre les êtres humains. Pour qu'une société existe, il faut que, non pas que chacun reste dans son île déserte, dans son quant à soi, comme un Robinson Crusoe qui posséderait tout, mais qu'on puisse communiquer en échangeant des choses, que ce soit des objets, que ce soit des services, que ce soit des informations, mais c'est l'échange qui fait la société. Alors, du coup, on peut caractériser une société selon la façon dont les choses circulent. Un très grand anthropologue, enfin plutôt un très grand sociologue qui s'appelait Marcel Mauss, a montré que dans toutes les sociétés primitives, il y a une forme de circulation des objets selon 3 temps, toujours les mêmes: donner, recevoir, rendre. Je donne, et je suis dans l'obligation de donner pour faire partie de la société, de donner quelque chose, alors que ce soit de donner pour entrer en relation avec une personne, pour l'accueillir, je lui donne quelque chose. Donner un enfant pour entrer en relation avec notre famille, donner des guerriers pour entrer en relation avec un autre clan. Donc donner, recevoir, on est aussi dans l'obligation de recevoir, parce qu'un cadeau qui ne serait pas reçu exclurait le donateur et serait extrêmement injurieux, et rendre. Dès lors que j'ai reçu et accepté, je suis dans l'obligation de rendre. Donner, recevoir, rendre. Ce qui est important, c'est que c'est une obligation. Et les sociétés primitives fonctionnent de cette façon. Vous allez, pas primitif, il ne faut pas entendre quelque chose de négatif. Hein. C'est ce qu'il y a de primitif dans nos sociétés, de premier dans nos sociétés, fonctionne de cette façon. Vous allez par exemple dans certaines sociétés africaines où le fait de donner lorsqu'on accueille un étranger est extrêmement important. On commence par vous donner des choses, et si vous ne recevez pas ce que vous avez donné, c'est extrêmement insultant. Donc il faut accepter et rendre au coup suivant, vous-même en invitant ou en donnant quelque chose en échange. Et donc Mauss montre que c'est vrai depuis la Polynésie, où il a travaillé sur la Mélanésie, la Polynésie jusqu'au Canada, on trouve partout la même structure. Cette structure de l'obligation de donner, recevoir, rendre, qui trame l'essentiel des relations sociales et qui fait donc qu'une société existe par cette circulation des objets. Et du coup, l'échange marchand, le fait de donner de l'argent en échange de quelque chose, c'est très marginal dans ces sociétés. Ça sert essentiellement à entrer en relation avec des étrangers, des sociétés étrangères qui n'ont pas les mêmes codes, et donc on ne sait pas quoi donner, et donc on va passer par le truchement de l'argent. Ça reste très marginal. Ces sociétés vivent, sinon en autarcie, en tout cas de manière confinée, et donc font circuler les objets entre eux par cette triple obligation. Ça, c'est le grand moment qui va durer l'essentiel de l'histoire de l'humanité. Deuxième moment important, en Occident, c'est l'apparition du christianisme. Le christianisme va introduire une nouvelle dimension anthropologique dans cette logique du donner, recevoir, rendre. Plus exactement, il va changer la logique primitive, donner, recevoir, rendre, en une nouvelle logique, recevoir, donner, pardonner. Alors, la grande révolution chrétienne, la première révolution chrétienne, c'est de partir du recevoir. C'est parce que j'ai reçu que je peux donner. Et tant que je n'ai pas conscience d'avoir reçu, d'être dépendant de celui qui me donne, humblement dépendant de celui qui me donne, alors
je ne peux pas vraiment donner. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Que n'ai-je que je n'ai reçu? Ce sont des textes bien connus du Nouveau Testament. Ça, c'est la première révolution chrétienne. On part du recevoir pour pouvoir donner. Deuxième révolution, donner, recevoir, pardonner. C'est quoi pardonner? De la même façon que recevoir, c'est être en dette, considérer que je ne peux donner que ce que j'ai reçu. Pardonner, c'est pouvoir arrêter une dette. Tu m'as blessé, je pourrais te demander de compenser, et par le pardon, je coupe la dette. Donc vous voyez que c'est une vraie révolution, ce moment chrétien, le donner, recevoir, rendre, remplacé par le recevoir, donner, pardonner, inaugure une nouvelle façon de comprendre la société et notamment fait émerger la notion de personne. Dans la période précédente, la personne, l'être humain est noyé dans le groupe. Il n'existe que par rapport au groupe. C'est encore le cas en Grèce, par exemple. Si on veut vraiment condamner quelqu'un, on l'exile. C'est pire que la mort, l'exil, parce que c'est sortir la personne du groupe, de la société, donc de la cité, et donc cette personne n'existe plus. C'est ce qui arrive à Oedipe lorsqu'il est chassé de Thèbes. Avec le moment chrétien, naît la notion de personne qui existe dans le groupe, mais indépendamment du groupe. Parce que quand elle se reçoit, la personne est unique. Et quand elle pardonne, elle a la capacité, en tant que personne, de pouvoir arrêter la dette. Donc il y a une vraie révolution anthropologique. Et donc cette société chrétienne, qui va durer au moins 1000 ans, en Occident, en Europe, c'est une société qui est fondée sur une autre logique que la logique primitive, et qui va mettre l'échange marchand, le marché, non pas à l'écart, mais qui va séparer la notion de marché de la notion de don que je viens de décrire. Cette société qui naît donc de cette anthropologie donc, réserve une part importante à la logique recevoir, donner, pardonner. C'est l'espace des vraies relations. Et puis une part aussi possible à l'échange marchand. Et l'échange marchand va se développer parallèlement, mais sans contamination, vous voyez, avec le monde du don. Il y a le grand espace du don, et il y aura l'espace du marchand qui va se développer. Troisième moment, à partir du XVe siècle en Occident, va émerger une nouvelle conception de la société. Et on va se mettre à penser une société qui serait fondée sur la libre adhésion de chaque individu, qui seraient des personnes isolées les unes des autres et qui n'accepteraient d'être avec les autres que par pure volonté. C'est le grand mythe du contrat social, où la société est comme un contrat que l'on aurait signé entre nous et on serait d'accord pour fonder une famille, une société, tout devient contractuel. Ça, c'est la société individualiste, intégrale, qui commence donc à émerger à partir du XVe siècle. Alors, ce que j'appelle individualisme intégral, c'est cette société qui émerge en Occident à partir du XVe siècle et qui est fondée sur l'idée que l'individu, c'est la plus petite partie de la société. La plus petite partie de la société, dans les temps primitifs, c'est le clan. La plus petite partie de la société, pour les temps chrétiens, c'est la personne. Mais la personne est toujours reliée à un groupe. Vous êtes fils d'eux, vous êtes père d'eux, famille, etc. Donc vous êtes toujours dans un groupe familial. La personne, c'est toujours relié à un groupe. L'individu, c'est la notion née au XVe, XVIe siècle, c'est l'idée que la personne humaine peut représenter le monde entier. L'archétype, c'est Robinson Crusoe sur son île déserte. Et donc, on peut imaginer la société comme composée de particules élémentaires, hein, comme le titre d'un célèbre roman qui fait référence directement à cette notion, de particules élémentaires qui sont des individus. Un individu, ça vient du latin individis, qui ne peut pas être divisé. C'est vraiment la particule élémentaire. En grec, individu se dit atomos, atome. C'est vraiment la particule élémentaire. Et donc, l'idée de l'individualisme intégral, c'est qu'à partir de cet individualisme élémentaire, on peut imaginer qu'il y a des interactions entre les particules et qui forment une société par la libre adhésion de chaque individu. Vous voyez, c'est une société très différente de la société pré-individualiste,
par exemple la société chrétienne, dans laquelle la personne est toujours immergée dans un groupe, est toujours relative à un groupe, qui s'appelle une famille, qui s'appelle un métier, une corporation, une nation, un peuple, une histoire, et bien une paroisse, évidemment, une religion. Mais je ne peux pas isoler une personne, comme ça, imaginer la personne toute seule, ça n'a aucun sens. Je peux, dans la période de l'individualisme intégral, penser l'individu tout seul. Et penser la société, finalement, comme une libre coordination d'individus. Et du coup, le don va être réinterprété par rapport au don chrétien qu'on a vu précédemment. Le don est vu comme une libre volonté du donateur de faire le don. Libre volonté du récipiendaire, de celui qui reçoit le don, d'accepter le don. En fait, je peux donner à un mendiant si je veux. Je n'ai aucune obligation de le faire. Il n'y a pas un devoir d'aumône. Je le fais parce que j'ai envie. Je n'ai pas envie de le faire, je ne le fais pas. Et personne ne doit me culpabiliser. Mieux que ça, on va considérer que le don est pur précisément parce qu'il est libre. Ce qui inverse totalement la logique précédente, que ce soit la logique primitive ou la logique chrétienne, puisque le don devient un acte de la pure liberté individuelle. Donc il devient très peu de choses, au fond. C'est pas le don qui va permettre de créer la société. Les objets ne vont pas circuler par des dons, puisqu'ils vont le faire en fonction de la volonté des acteurs. Ce qui va faire circuler les objets, ce qui va faire circuler les choses, c'est de plus en plus le marché. Donc cette société hyper individualisée, enfin d'individualisme intégral, donc qui est au XVe siècle, qui se développe jusqu'à aujourd'hui, c'est une société dans laquelle l'individu va prendre sa place dans une supposée liberté de faire ce qu'il veut, mais en fait, la circulation et les relations interindividuelles sont de plus en plus essentiellement fondées sur le marché et aussi sur l'État, parce que l'État va capturer une partie des revenus des individus pour les reverser par la redistribution, les impôts et la redistribution. Et donc, cette société moderne est une société qui est à la fois une société du marché et de la puissance publique et de l'État. Voilà donc trois étapes, vous voyez, qui construisent des sociétés, en tout cas la société occidentale. Une étape primitive qui se change autour de l'an 200, 300 en une étape chrétienne. Alors l'étape primitive, c'est donner, recevoir, rendre, et c'est ça qui fait la circulation. Puis l'étape chrétienne, c'est recevoir, donner, pardonner. C'est ça qui fait la circulation des objets à côté de la circulation marchande. Et puis la circulation marchande va prendre de plus en plus importante et la part du don va devenir de plus en plus réduite. C'est l'émergence d'une société de l'individu. La personne, qui est toujours incluse dans un groupe, est remplacée par l'individu qui est supposé être isolé du groupe. Voilà donc une histoire rapide de ce qu'a été l'évolution de notre société occidentale à partir du partage. Le partage est toujours important, l'échange est toujours important, mais vous avez des sociétés de partage et de don, vous avez des sociétés où l'échange marchand est premier, et même dominant. Dans toute cette société, pour autant, vous avez toujours une strate primitive qui reste. Par exemple, dans nos sociétés aujourd'hui, si je vous offre l'apéritif, vous allez me rendre l'invitation. On est encore dans l'obligation de rendre, enfin de recevoir bien sûr, et de rendre. Et si vous ne me rendez jamais mon invitation, je vais vous considérer comme malpoli ou exclu, ou enfin voilà, pas normal au sens de la norme sociale. Donc on a cette strate primitive. On a bien sûr encore beaucoup la strate chrétienne, l'important de pardonner, de savoir couper l'endettement de l'autre vis-à-vis de nous, hein, la blessure qu'il nous a faite, pouvoir arrêter cette blessure par le pardon. Et bien sûr, la strate individuelle, la strate du marchand qui est extrêmement forte et qui caractérise la société occidentale. Vous prenez une société nord-africaine, la strate dite primitive est beaucoup plus importante. Il y a encore beaucoup de règles, d'obligations de donner, rendre, de normes sociales. Voilà, la strate chrétienne est inexistante ou peu existante, et la strate marchande est croissante, d'où des perturbations dans sa société. Voilà finalement comment on a pu comprendre comment la science, à la fois anthropologique, sociologique et politique, comprend l'existence et le maintien des sociétés par par la circulation des objets qui, on a vu, peuvent circuler de façon très différente. Le risque de Robinson, c'est
c'est de devenir fou. Le risque de la particule élémentaire, ce que Houellebecq montre très bien, c'est que l'individu isolé d'un groupe devient fou, parce qu'il doit toujours s'inventer sa norme, s'inventer pourquoi il agit, pourquoi c'est bien, pourquoi je préférerais ça à ça. Alors ce qu'il fait, c'est que soit il copie les autres, il n'y a pas plus moutonnier que la société individualiste, parce qu'il faut bien qu'on se repère par rapport à quelque chose, donc la masse, soit il devient fou. Et d'où le fait qu'anthropologiquement, la notion de personne est plus juste que la notion d'individu. Ce qui veut dire que le don fait par les personnes, donc recevoir, donner, pardonner, est plus juste anthropologiquement que le don moderne où finalement je donne que si je veux, je reçois que si je veux, je rends que si je veux. Parce que du coup, ça effrite la société. Le fait que le don soit pas social, soit pas une obligation. Il faut que le don soit une obligation. C'est paradoxal. Mais pour que le don soit juste et crée du social, il faut qu'il soit une obligation. Il faut que l'aumône soit une obligation. Après, je peux décider de pécher et de ne pas le faire, mais il faut que ce soit une obligation, sans quoi tout est possible. Donner ou pas donner, après tout, pourquoi ça serait mieux? Et si l'arbre de la connaissance, hein, c'est le seul arbre auquel il ne fallait pas manger, c'est la connaissance du bien et du mal, pas de la connaissance, mais du bien et du mal, c'est parce qu'en fait, si on se donne à chacun l'évaluation du bien et du mal, c'est très très difficile à vivre, et c'est la folie. Je ne sais pas ce qui est bien et mal. Alors justement, je vais vous parler d'argent, car l'échange, ça a bien un moment, et le don au courant, bien sûr. Pensez-y,